Largeur d'extrusion et hauteur de couche. Là, si t'as pas écouté la dernière vidéo juste avant celle-là, je te conseille fortement d'aller l'écouter parce que ça explique le principe fondamental du tranchage, des périmètres et du infill. C'est la base fondamentale pour bien comprendre le rôle de la largeur d'extrusion et de la hauteur de couche. Pour résumer très rapidement, dans l'impression 3D, on empile des couches une par-dessus l'autre pour créer des modèles 3D. Donc, pour créer ces couches-là, on utilise un slicer. Le slicer, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend un modèle 3D, un modèle STL, et il va le slicer, le trancher en plein de couches. Ces couches-là, il va les dessiner. Il va commencer par le périmètre. Ensuite de ça, il va dessiner le remplissage. Et couche par couche, c'est comme ça qu'il vient construire le G-code. Il va être envoyé à l'imprimante, imprimé vos benchy, vos impressions, n'importe quoi. Donc la hauteur de couche, ça va être l'intervalle, donc la distance entre les tranches que ton slicer fait pour faire tout ce processus-là. Plus que tes couches sont minces et plus que tu vas avoir de détails dans tes pièces. Ce magnifique modèle de la Mona Lisa a été imprimé avec des couches très minces. Ça fait en sorte qu'on a des détails assez incroyables dans le print. Mais ce petit print-là a pris 20 heures à imprimer. Cette petite chose, 20 heures. Parce que quand on rapetisse l'épaisseur des couches, on multiplie le nombre de couches à imprimer. Donc, si on a plus de couches à imprimer, donc si on multiplie le nombre de couches à imprimer, on multiplie le temps que ça va prendre à imprimer, bien évidemment. Si on a des couches 2 fois plus petites, on a 2 fois plus de couches à faire, donc 2 fois plus de travail à faire, donc 2 fois plus de temps d'impression. Si on a une impression avec peu de détails, on peut aller vers des couches plus grandes et avoir une impression qui s'imprime beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, c'est le même principe pour les périmètres et le remplissage. Donc plus qu'on a de périmètres, et plus qu'on a de remplissage, plus qu'on va avoir une pièce qui va être solide, rigide et résistante. Mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'on fasse plus de tours, puis qu'on fasse plus de lignes à chacune des couches. Donc plus de travail, plus de temps d'impression. Comme n'importe quoi dans la vie, il y a des compromis, des avantages et des désavantages à n'importe quelle situation. La hauteur de couche, l'intervalle à laquelle on tranche notre modèle pour venir créer notre détail. La largeur d'extrusion maintenant. Donc l'imprimante, quand elle vient faire ses périmètres et son remplissage, elle fait une ligne, elle fait un trait. Et la largeur de ce trait peut être variable. L'imprimante peut décider de faire un trait très large ou un trait très mince. Ça, c'est une extrusion large, ça, c'est une extrusion mince. L'avantage d'aller pour un trait plus large, c'est qu'on peut avoir une coque. Donc, la coque, c'est tout ce qui entoure le remplissage. Qu'est-ce qu'il y a autour, au-dessus et en dessous du infill? On va appeler ça la coque. Donc, avec un trait plus large, on peut avoir une coque plus épaisse avec le même nombre de traits. Donc, pour le même temps que ça va nous prendre à faire 1, 2, 3 tours, on va avoir une coque beaucoup plus large qu'avec un petit trait, bien évidemment. Pour avoir la même largeur de la coque, qu'est-ce qui entoure le infill, on va avoir besoin de beaucoup plus de traits minces. Donc, plus de traits veut dire plus de travail, veut dire plus de temps d'impression. Plus large peut nous sauver du temps d'impression. Par contre, plus large va être moins précis. Admettons, on va effacer un peu qu'est-ce qu'il y a au tableau là. En 2017, j'ai acheté ma première imprimante 3D pour m'aider à réparer ma voiture téléguidée. J'avais un petit Traxxas Revo électrique, puis si vous avez un char téléguidé, vous savez que ces petites bébelles-là, ça pète tout le temps. Donc, je m'étais dit que ça allait être un investissement d'acheter une imprimante 3D pour pouvoir faire moi-même mes pièces de remplacement et qu'au bout de la ligne, ça me coûte moins cher. Par contre, j'avais pas compris que pour pouvoir faire des pièces de remplacement, il faut être capable de modéliser les pièces de remplacement. Moi, ça m'a pris des années avant d'être capable de modéliser des pièces que je pouvais imprimer et utiliser. J'ai passé des années à chercher de l'information dans des tutoriels YouTube, dans des forums, avec des amis. Il n'y avait juste pas tant d'informations sur comment maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D. Maintenant, 8 ans plus tard, j'utilise l'impression 3D pour à peu près n'importe quoi. Que ce soit pour réparer des choses qui brisent chez nous comme une penture de porte de douche, les fixations de mon panier à linge ou même le boîtier de mon démarreur à distance. Maintenant que je maîtrise la modélisation 3D, je peux tout simplement recréer des modèles, les imprimer et les utiliser. Moi, ça m'a pris des années d'apprentissage pour réussir à faire ça, mais mon but, c'est de vous aider à faire la même chose en une fraction du temps. C'est pourquoi j'ai créé un cours
en ligne où est-ce que j'enseigne 12 techniques de modélisation pour l'impression 3D, que je fais 5 projets pratiques avec ces 12 techniques-là pour vous montrer comment utiliser ces techniques-là dans le monde réel, en plus d'avoir une communauté privée pour poser vos questions et partager votre progrès. Si tu veux maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D et que mon cours t'intéresse, je te conseille d'aller essayer gratuitement le premier module en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Admettons que j'ai un objet 3-dimensionnel, que je prends ma coupe, puis que là, ma coupe, elle ressemble à quelque chose comme ça, OK? Donc, le trancheur qui a une largeur d'extrusion très large, 0.8 mm par exemple, serait une largeur d'extrusion assez large pour une buse 0.4 standard. Donc le trancheur, il va prendre cette forme-là, puis il va dessiner un trait large pour venir faire ses périmètres. Mais cette section-là ici, elle est plus mince que 0.8 mm. Donc qu'est-ce qu'il va faire le slicer? Ben, il va dessiner la version la plus proche qui est capable en gardant son trait de 0.8 mm. Donc ça va créer une forme à peu près comme ça. Puis il sera pas capable de venir connecter la forme ici au milieu parce que c'est trop petit. Le slicer, il va dessiner son tranchage par rapport aux paramètres que tu lui as donnés. Donc la largeur d'extrusion trop large va faire en sorte que tu vas perdre des détails dans ton impression finale. Tandis que, admettons qu'on lui demandait une largeur d'extrusion de 0.42 mm, mais là ton slicer va dessiner cette forme-là avec un trait de 0.42 mm et là, il va être capable de dessiner la forme exacte sans aucun problème. Donc largeur plus élevée va nous donner une coque plus épaisse pour le même nombre de temps qu'une largeur plus mince. Elle va aussi nous aider sur les overhangs. On va en reparler dans un instant, OK? Mais elle va compromettre certains détails dans tes pièces. Une largeur d'extrusion plus basse va créer des coques moins solides pour le même nombre de périmètres. Donc, 3 périmètres de lui va être plus solide que 3 périmètres de lui. Par contre, la largeur d'extrusion plus mince nous donne plus de détails. Dans tout ce qu'on a parlé depuis le début de la vidéo, est-ce que vous voyez un certain thème? Que ce soit pour la hauteur de couche ou la largeur d'extrusion, quand on a des chiffres plus gros, le temps d'impression diminue, mais le niveau de détail, la qualité des modèles diminue également. Quand on a des chiffres plus petits, le temps d'impression augmente, mais le niveau de détail augmente également. La chose qui est vraiment cool avec les largeurs d'extrusion, c'est qu'on peut déterminer la largeur d'extrusion des différents paramètres. Donc on peut avoir la largeur d'extrusion pour les périmètres, la largeur d'extrusion pour le remplissage, la largeur d'extrusion pour les surfaces. Donc la stratégie gagnante que j'utilise absolument tout le temps, c'est d'avoir une largeur d'extrusion mince pour les périmètres et une largeur d'extrusion large pour le remplissage. Donc on a un remplissage très large, très rigide et solide et on a des périmètres un peu plus minces qui vont nous donner l'habileté d'avoir plus de détails. Un niveau au-dessus de ça, si on va encore plus loin, on va avoir LE, donc LE c'est largeur d'extrusion, des périmètres externes et la largeur d'extrusion de infill. Exemple super simple, la couche qu'on veut faire, c'est un cercle. Nos paramètres de base, on a nombre de périmètres 3. Donc on a 3 périmètres, 3 tours, pourcentage de infill à 10%. Donc on veut faire un cercle à 10% d'infill et 3 périmètres. Admettons qu'on utilise une seule largeur d'extrusion. On va faire un cercle, faire 2 cercles, on va faire 3 cercles qui nous donnent notre coque. Donc la coque de 3 périmètres, les 3 périmètres à la même largeur et notre remplissage de 10% est à la même largeur que tout le reste. Mais là, admettons que je veux imprimer une coque large, mais je veux pas augmenter le nombre de coques. Mais là, je sais que si j'augmente la largeur de mes périmètres, je vais perdre du détail externe. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux avoir le périmètre externe, donc le dernier périmètre à l'extérieur de tout ça, à 0.42 mm, donc un petit périmètre externe. Le périmètre interne à 0.5 mm, donc un périmètre interne plus large, et la largeur d'extrusion du infill à 0.65 mm, donc un infill très large qui va être massif et rigide. Donc on commence le périmètre externe à 0.42, donc un petit périmètre tout mince. La beauté de la chose, c'est que si on a une géométrie plus complexe, on va être capable de faire notre géométrie complexe avec ce périmètre-là. Ça, c'est l'exemple de tantôt de la géométrie complexe qu'on parlait tantôt, donc juste pour vous montrer. Donc ensuite de ça, on a nos 2 périmètres internes, qui sont des larges périmètres de 0.5, 0.5, un deuxième, 0.5.
Donc dans la géométrie complexe, on va avoir nos périmètres larges qui vont venir se créer dans l'espace qui reste après avoir fait le périmètre externe. Donc vous voyez comment, en mettant le périmètre externe plus petit, on est quand même capable d'aller chercher notre qualité de détail dans la petite section, mais de garder la largeur de notre coque à l'intérieur des pièces. Ça, c'est un petit truc, un petit compromis qui peut être fait. Ensuite de ça, le infill à 0.65, donc grosse ligne de infill. Et dans ce cas-ci, ce serait la grosse ligne de infill, grosse ligne de infill, ici. OK, donc le dernier avantage, c'est d'avoir des largeurs d'extrusion plus larges. Donc, imaginons que ça ici, c'est nos couches imprimées en 3D. On peut imprimer nos couches parfaitement une par-dessus l'autre comme ça et il n'y a aucun problème. Mais on peut également imprimer nos couches un peu décalées et faire une impression en angle. Ça, c'est possible parce que le centre de gravité de chacune des extrusions est supporté par la couche d'en dessous. Mais qu'est-ce qui arrive quand on va trop loin? Nos extrusions ne sont plus supportées et quand on va essayer d'imprimer ça, ça va littéralement tomber dans le vide et ça va faire un fail. Donc ça, c'est extrême, mais vous comprenez le principe. Ici, la majorité du poids de plastique n'est pas supporté. Donc ça ici, ça va tomber dans le vide puis ça va faire un fail. Si on élargit la largeur d'extrusion, donc ici, je vais aller chercher mon paramètre largeur d'extrusion. On va mettre ça à 0.65. Donc on voit qu'avec des largeurs d'extrusion de 0.65, maintenant, avec la même angle, exactement la même angle, on est supporté et pour la même angle qui ne s'imprimait pas à 0.42 mm de largeur, maintenant cette même angle peut être imprimée avec 0.65 puis on peut aller beaucoup plus loin avant que ça commence à être un problème. Donc admettons que je garde cet angle-là et que je retourne dans mes paramètres, qu'on remet ça à 0.42, on voit que la même angle exactement avec une largeur d'extrusion plus mince, ça ne s'imprimerait pas bien. Et tout ça, c'est ce qui conclut la section sur périmètre, le infill, la hauteur de couche et les largeurs d'extrusion. J'espère que c'est clair, j'espère que ça fait du sens. C'est vraiment le principe fondamental qui va venir guider absolument tout ce qu'on va faire dans nos projets imprimés en 3D. Donc, parce que quand on vient créer nos propres modèles, donc quand on fait de la modélisation pour un projet, puis qu'on garde en tête que notre slicer va venir interpréter nos géométries avec des périmètres et du infill, on est capable de venir créer des géométries qui vont utiliser seulement du périmètre ou qui vont utiliser du infill à des endroits stratégiques pour venir créer des impressions solides, des impressions utiles, mais surtout des impressions qui vont pas prendre des centaines d'heures à faire. Mais tout ça, c'est des sujets pour la section sur la modélisation, qui est honnêtement ma section favorite de tout le cours. Mais pour bien comprendre la modélisation stratégique, c'est super important d'avoir une compréhension approfondie de comment est-ce que les paramètres du slicer fonctionnent au niveau de tout ça. Donc sur ce, on se voit dans une prochaine leçon.